tout ce que je vous ai dit est... Là, je crois que ça ne tient pas, celui-là. Tout ce que je vous ai dit est répété, je crois, se voit, n'est-ce pas? C'est-à-dire la douceur des fausses orbitaires, en particulier la douceur du raccord au niveau du nasion. Ce qu'on appelle le nasion, c'est qui, chez les hommes, est très prononcé entre le front et le nez, n'est-ce pas, ici, avec les arcades sourcilières. Il n'y a rien de ce genre. Tout est très doux, là. Les fausses n'ont pas le même dessin et surtout, les bosses frontales, bien évidemment, sont supérieures, alors qu'ici, le front est bien plus oblique. Alors donc, le dessus du crâne est beaucoup plus horizontal. Le maxillaire, bon, l'os, ce squelette doit être très ancien, daté du 19e siècle à peu près. Donc il faut avouer que le condyle est un peu usé, surtout que le ressort qui maintient le maxillaire inférieur a toujours été un peu trop puissant et donc ça use un peu l'os. Mais enfin, si nous descendons un tout petit peu le maxillaire, vous voyez quand même qu'il est relativement discret et l'angle du maxillaire est très délicat. Voilà. Et puis globalement, je ne sais pas, c'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est une femme, quoi. Voilà. Donc je vais essayer de partir d'une vision de ce genre pour vous dessiner une tête vue du dessus de 3/4. Et puis on va reprendre les muscles qu'on a vus l'autre jour et en ajouter d'autres. Et dans les diapos, vous allez découvrir Duchesne de Boulogne, dont je me suis beaucoup occupé. Si ce sujet vous intéresse, je n'aurai peut-être pas le temps de vous le dire à nouveau. Si ce sujet vous intéresse, il y a un catalogue Duchesne de Boulogne à la médiathèque d'une exposition qui avait été réalisée à l'École des Beaux-Arts, que j'avais plus ou moins supervisée, et dans lequel j'ai fait un article auquel je tiens, et qui a été le dernier que j'ai fait sur ce sujet, parce que j'en avais assez. Et puis maintenant, il est dans le domaine public, donc il n'y a pas de problème. Mais les photos que vous verrez en diapo tout à l'heure, en fait, je les ai découvertes dans un tiroir dans les années 60. Et je me suis dit que c'était... Vous savez, la photographie à cette époque-là n'intéressait pas beaucoup les gens. Et ce sont des photographies absolument insensées d'électrisation des muscles du visage dans les années 1850, c'est-à-dire vraiment le début de la photographie sur plaque de verre. Voilà, alors allons-y. Je sais mes lunettes parce que mon dessin préparatoire est un peu petit. Donc, un crâne féminin, c'est tout petit, hein, mais je fais ça chez moi ce matin en m'amusant. Donc, un crâne féminin vu un petit peu de dessus. Je peux peut-être fermer maintenant parce que ça donne un peu le trac. Bonjour. Voilà. Donc, un bloc, comme c'est un crâne féminin, paradoxalement, il faut donner un bloc bien rectangulaire. L'axe n'est pas très oblique en avant. Le maxillaire sera quelque part. Est-ce que c'est trop petit, ça? Non, ça n'a pas l'air. Donc, voilà, le maxillaire sera quelque part par ici. Donc, les fosses orbitaires. Les fosses orbitaires. Le massif dentaire. Une ébauche de maxillaire inférieur, la branche montante, la branche horizontale et surtout bien faire sentir les bosses frontales supérieures, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis peut-être parti un peu trop en arrière. L'apophyse mastoïde. Alors ici, le trou auditif.
Je vais le prendre d'ailleurs, parce que je ne sais pas très bien quels sont les rapports du trou auditif avec... Ah ben c'est très abîmé ça. Voilà, alors la mastoïde. La mastoïde, le trou auditif est juste devant la mastoïde. Ensuite, on a, logique, donc le trou auditif est dans une convexité. Ensuite, on a la concavité du maxillaire. Ici, la branche montante. Et ici, la convexité dont je vous ai parlé l'autre jour, la convexité sur laquelle viendra, malheureusement c'est cassé de ce côté-là, sur laquelle viendra le maxillaire quand la bouche s'ouvrira. Donc, une concavité articulaire quand la bouche est fermée, une convexité ici articulaire utilisée lorsque la bouche est ouverte. Voilà. Je vais aller regarder ce que ça donne. Donc, je vous ai apporté des vertèbres cervicales aujourd'hui, si vous avez envie de les voir. Elle est un peu petite, oui, mais ce n'est pas grave. On va agrandir un peu le maxillaire. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va redonner un peu d'os jugal. Voilà, voilà, oui, c'est ça. On peut même aller jusque-là. On va redonner un peu d'os jugal ici et redescendre là. Et on aura, pour ainsi dire, pas de maxillaire ici. Donc là, je lui ai fait une bosse qui est un petit peu gênante dans l'équilibre global. Voilà. Donc, toujours la même histoire. Le trou qui est là, c'est le trou par lequel sort la moelle épinière. Le bulbe, la moelle sort par là, n'est-ce pas? Donc, sous ce trou, vous avez les vertèbres cervicales. Si vous les regardez dans un montage immobile, n'est-ce pas? Immobilisé, devrais-je dire, vous avez ici l'atlas, vous regarderez en sortant, et l'axis qui sont bloqués. Alors donc, je mets le dispositif là, n'est-ce pas? Et voilà, ma tête, ce ne sont pas évidemment ces vertèbres cervicales, mais ça ne fait rien, ça va fonctionner. Voilà, voilà ma tête posée sur les vertèbres cervicales, un peu grande pour elle. J'ai un montage beaucoup plus joli, mais malheureusement les fils... Alors voilà, si vous voulez, vous regarderez en partant, voilà la vertèbre très étrange qui se trouve sous le crâne, n'est-ce pas? Et qui présente, vous voyez, elle n'a pas de corps du tout, elle a deux concavités qui reçoivent les deux convexités qui sont en dessous du crâne, ici, n'est-ce pas? Et on pose donc ces deux concavités sur les convexités, ou sous les convexités. Et en dessous de cet atlas, je vais peut-être vous le montrer sur du blanc, n'est-ce pas? En dessous de cet atlas, voilà, qui est, vous le voyez, très peu épais, et c'est un cercle d'os. En dessous de cet atlas, il y a l'axis, qui ressemble à une petite Vénus préhistorique, n'est-ce pas? C'est très étrange. Et c'est là qu'est tout le danger en voiture, n'est-ce pas, d'avoir un choc postérieur et de ne pas avoir de protège-nuque et de protège-tête. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir une fracture de cet axis. Et en plus de ça, si ça vous arrivait, ne soyez pas surpris qu'on vous fasse une radiographie le lendemain et une autre 10 jours plus tard ou 12 jours plus tard. Parce que c'est une fracture qui est très très difficile à lire, n'est-ce pas, et qui peut passer inaperçue. Et vous comprenez bien que si cet élément osseux considérable en vient à se déplacer d'1 millimètre vers l'arrière,
eh bien, il nuit, il lèse la moelle épinière, bien évidemment. Hein? Donc, je pense que vous regarderez en sortant, je ne vais pas vous faire de longs commentaires, mais vous voyez bien que il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on pose, n'est-ce pas, l'atlas sur l'axis et éventuellement, si on est un équilibriste, hein, on pose, voilà, c'est mieux comme ça, on pose, tout va tomber, surtout que ce n'est pas dans le bon sens. Allez, voilà, je m'en doutais. Voilà, voilà, je prends le crâne, il y a deux petites convexités là et là, et je les pose là. Si le crâne bouge dans ce sens-là, vous dites oui, d'accord? Si l'atlas pivote devant l'axis, vous dites non. On y est? Ça vous rend très silencieux. Voilà. Donc, je ne me lancerai pas dans ces détails, n'est-ce pas? Simplement, oui, tout de même. Ça, c'est assez joliment monté, n'est-ce pas? Donc, quand vous regarderez ça avec délicatesse tout à l'heure, vous sentirez à quel point, n'est-ce pas? À quel point c'est vraiment une très, très émouvante convexité dans le sens antérieur, avec un élargissement vers le bas, etc. Chose que nous rendrons assez succinctement. Il faut toujours penser donc qu'on part du milieu du crâne. Hein. Je le répète, le trou est au milieu du crâne, du volume crânien. Donc, ne pas partir de l'arrière, se dire je pars de là et je descends mon rachis cervical. D'accord? Donc, j'installe mes vertèbres cervicales, voilà, etc. Et je vais placer ma première côte. Ma première côte, n'est-ce pas? Alors, cette première côte, bon, elle a des petits arceaux, nous l'avons vu déjà l'autre jour. Elle a des petits arceaux qui passent devant la vertèbre. Ça n'a aucun intérêt pour nous parce que ça n'est absolument pas lisible. Mais par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est de descendre dans l'axe, n'est-ce pas, le sternum. Bien. Donc, la première côte étant là, on va descendre obliquement vers le sternum. On installe, si vous ne me suivez pas, vous me poserez des questions, on installe la poignée du sternum avec la concavité de la fourchette sternale, la concavité de la clavicule, et là, on place la concavité d'arrivée du ligament de la première côte. J'ai donné une première côte assez horizontale, ce n'est pas gênant. Voilà le ligament, donc, arrivant sur le sternum. J'allège un peu. Voilà. Je reprends par ici. Voilà. Donc, ensuite, je descends la cage thoracique, comme ceci. Si vous voulez, je peux dessiner la poignée du sternum, n'est-ce pas? Et à la rigueur, vous donnez l'arrivée du cartilage de la deuxième. Et vous donnez éventuellement une deuxième côte, etc., etc. D'accord. Donc là, le personnage féminin ressemble à ces malheureuses qui, en Birmanie, n'est-ce pas, sont obligées de porter des cercles. Il n'y a pas que ça d'épouvantable en Birmanie.
sont obligés de porter des cercles de laiton superposés, n'est-ce pas, pour avoir le cou le plus long possible. Et l'ennui, c'est la clavicule. Sinon, les gens qui ont inventé cette torture esthétique, n'est-ce pas, auraient pu, il n'y aurait pas de limite, quoi. Donc, la clavicule vient s'articuler comme vous... Attention, c'est une forme. Donc, il faut tout de même faire attention, pas trop sortir la saillie de la clavicule, voilà. Pas trop contraster au niveau de l'extrémité externe et à l'endroit de l'acromion, n'est-ce pas? Et puis, de l'autre côté, le raccourci, voilà. Voilà, le raccourci, l'acromion. Bien. Alors, question. Ça va? Trachée artère. Donc, on installe dans l'axe, si vous voulez, trachée artère et tube digestif. Tube digestif ici, trachée artère là. N'est-ce pas? Donc, pas tellement vu de dessus, c'est bizarre. Bon, mais enfin, ça ne fait rien. Donc, on va installer un petit larynx, pour les raisons que nous avons données mardi. Un petit larynx correspondant à une voix haute, n'est-ce pas? Disposé sur un petit cartilage cricoïde, n'est-ce pas? Et voilà la trachée artère avec ses anneaux cartilagineux, n'est-ce pas? Et sur... Alors, nous aurions le tube digestif ici, n'est-ce pas? Et puis, en arrière, bien évidemment, nous avons le rachis. Donc, sur ce larynx, nous disposons, je ne vous ai pas mis de diapo en vert, ce n'est pas gênant, non. Nous disposons une thyroïde assez volumineuse, ce qui nous obligera à dessiner en concordance. Regardez les magnifiques dessins de Baudelaire, par exemple, les dessins de femmes de Baudelaire, n'est-ce pas? Elles ont toujours des yeux très exophthalmiques, comme ça, très sortis de l'orbite, et des coups ronds et lourds, comme ça, comme dans les esquisses d'Ingres, etc., que je vous montrerai peut-être un de ces jours. Voilà. Alors, voilà le dispositif, n'est-ce pas? Peut-être voulez-vous que je redessine un tout petit peu le larynx. C'est de la craie blanche, donc mon dessin est bien involontairement plus mou que je ne le souhaite. Voilà. Voilà le larynx. Et voilà la thyroïde. D'accord? Et je pends, ou j'appends, si ce verbe vous convient, j'appends le tout, n'est-ce pas, à une fourche qui s'appelle l'osioïde. Je vous le rappelle, c'est un nom très étrange, n'est-ce pas? Voilà, H-Y-O-I-D-E. L'osioïde, qui est lui-même maintenu par deux muscles dont je parlerai peut-être, mais ce n'est pas très important, le digastrique et le plancher du menton. Au menton lui-même. Pour le moment, nous simplifions les choses. Voilà. Et à cet osioïde, nous allons rattacher le larynx par une membrane. Voilà. En d'autres termes, si j'ouvrais la bouche de mon sujet, n'est-ce pas, l'air passerait ici, glisserait derrière la langue, passerait dans un carrefour où il trouverait
le tube digestif en arrière, les voies supérieures de la respiration en avant, n'est-ce pas? J'entends par là cette membrane, le larynx et l'ésophage, je dis bien, n'est-ce pas? Et si ça vous intéresse et si j'en ai le temps, je vous expliquerai par une coupe, mais c'est vraiment de l'anatomie, n'est-ce pas, le dispositif qui permet de fermer l'ésophage, n'est-ce pas, quand on déglutit, quand on avale. Mais si par malheur on rit comme en mangeant, n'est-ce pas, il peut arriver qu'on s'étouffe, tout bêtement, en ouvrant malencontreusement le tube digestif, le tube digestif alors qu'on est en train de parler, ou les voies supérieures de la respiration alors qu'on est en train de déglutir. Voilà. J'essaie d'être sérieux, de ne pas dire de bêtises, de dessiner les choses en proportion. Question. Ça va? Question. Non? C'est un peu mastodontesque, hein? Oh là 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 là. Donc, je vais agrandir un peu le crâne, hein? J'ai tellement voulu être lisible. Là, la pauvre, elle a un coût absolument énorme. Voilà. Bien. Pas de questions? Sternocléidomastoïdien. Donc, c'est vraiment le muscle essentiel du raccord du torse avec la tête, n'est-ce pas? Donc, vous le savez, en arrière de l'oreille, on a cette apophyse mastoïde, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous montre? Là et là, ça va? Bien plus lisible d'ailleurs, bizarrement sur ce squelette que sur celui-ci. Elles sont plus restreintes. Là, elles sont beaucoup plus considérables, vous voyez? Et le trou auditif est là. D'accord? Donc, de ces apophyses mastoïdes, vous partez avec un bloc musculaire. Mais ce bloc musculaire va se subdiviser en 3 faisceaux, laissons-en un, et gardons les 2 superficiels que l'on voit. Donc, l'un des faisceaux va se diriger vers le sternum, ici, en un point. Donc, nous allons avoir un faisceau fusiforme, et ce sera le faisceau superficiel. Et vous allez avoir un autre faisceau qui va se diriger vers la clavicule sur un segment dont la largeur peut varier, mais disons en général 2 travers de doigts. Donc, on peut commencer par le faisceau le plus inférieur par rapport au plan de notre dessin, si vous voulez. Vous pouvez, ça arrive quelquefois, dessiner quelques fibres tendineuses, il arrive qu'on les voit, mais en général, c'est fibrose directement. N'est-ce pas? Donc, voilà le cléidomastoïdien. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas de fuseau au-dessus, vous voyez, ce serait simplement un ruban. Un ruban. Bon. Mais en fait, donc, vous avez un fuseau. J'ai même besoin de la corde en bas pour viser. Je vais mettre du bleu. J'ai besoin donc de l'avoir pour savoir où je vais. Voilà, n'est-ce pas? Donc, nous allons essayer de dessiner convenablement un fuseau qui glisse ici et de lui donner des proportions convenables. Il ne faut pas hésiter à frôler le maxillaire.
c'est en arrière du maxillaire, n'est-ce pas? Et il ne faut pas hésiter à restructurer entre les deux faisceaux, c'est-à-dire à bien dissocier, n'est-ce pas, le cléidomastoïdien du sternomastoïdien. Voilà. Question. Comme je l'ai expliqué l'autre jour, l'insertion inférieure est médiane et antérieure. D'accord? L'insertion supérieure est latérale et postérieure. Une ici, l'autre là. On est d'accord? Or, ce muscle permet de tourner la tête, n'est-ce pas? À ce moment-là, le muscle devient vertical et beaucoup plus court. Donc, il passe de l'oblique à la verticale. Donc, le sternocléidomastoïdien fait tourner la tête. Le sternocléidomastoïdien fait tourner le sternocléidomastoïdien droit fait tourner la tête à gauche, le gauche fait tourner la tête à droite. D'accord? À l'inverse de ce qu'on pourrait croire, les deux sternocléidomastoïdiens faisant baisser la tête, la faisant tourner du côté de leur présence. Donc, on monte ces étranges choses comme ça. Donc, il faut à nouveau que j'ai le tendon pour viser. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà ici, n'est-ce pas? Donc, et on redessine de façon à bien subdiviser. Je vous redonnerai, ce soir j'avais la nécessité de commencer à vous montrer les Duchesnes de Boulogne, donc je n'ai pas mis par exemple mon cordonnier, n'est-ce pas, mon vieillard maigre, mais lui, il est fantastique pour lire les sternocléidomastoïdiens, etc., etc. Bon, alors, je vais tout de même essayer de calmer un tout petit peu. J'ai tellement voulu être clair que j'en ai été un tout petit peu exagéré, là. Donc, je résorbe un peu ces formes-là. Voilà. Et voilà ici. Ah oui, ce point-là, n'est-ce pas, ici, c'est la fourchette sternale. C'est ça. On y est. Ici, c'est mon sternomastoïdien. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est mon cléidomastoïdien. D'accord? La clavicule, l'extrémité externe de la clavicule. Donc, la clavicule, indépendante, bien évidemment, comme son nom l'indique, du sternomastoïdien. Voilà. Question? Aucune? Eh bien, je vous propose très simplement de descendre un trapèze, n'est-ce pas? Ici et là, voilà. Là, je manque de clavicule et d'acromion. Et voilà. Bon, alors, ici, je laisse, si vous voulez, on peut indiquer la direction de l'angulaire de l'omoplate. Voilà, comme ceci, si ça nous permet d'habiller un peu la forme, n'est-ce pas? Voilà. Bien, je vais aller voir ce que ça donne. Donc, j'ai laissé l'angulaire comme ça. Il y a même un muscle que je pourrais peut-être vous donner quand même. Partant de l'omoplate, on le voit parfois, et il est très étrange dans sa situation. Donc, voilà, vous avez l'acromion ici. Donc, l'épine de l'omoplate s'en va par là, la cavité glénoïde est ici, et l'apophyse coracoïde se trouverait là. Si vous voulez, on peut mettre la tête de l'humérus, encore que ce soit
l'espace nous soit très compté. Voilà. Donc, une tête de l'humérus ici. Apophyse coracoïde. Et une autre tête de l'humérus avec une petite tubérosité, une grande tubérosité, la gouttière bicipitale. Une grande tubérosité, une petite tubérosité. J'espère que vous me suivez parce que je vais assez vite. Et la gouttière bicipitale. Voilà. Voilà. Alors, ça tient plus ou moins debout. Question. La pauvre petite, elle n'est vraiment pas jolie pour le moment. Non, on va essayer de l'arranger. Question. Oui, Tarek. Ça commence très mal. Comment, mon ami? C'est ça, c'est ça. C'est le troisième dont je ne veux pas parler. Sternocléido-mastoïdien, on dit couramment, et les anatomistes disent sternocléido-occipital. Il y a un troisième faisceau occipital qui est en dessous. Voilà. Donc, autre question. Monsieur Fontaine aurait-il dit à quelqu'un quelque chose? Non? Bon. Alors, par quoi vais-je commencer? Par les muscles de la mastication. Par les muscles de la mastication, d'autant plus que ce petit crâne de femme s'y prête particulièrement. Si ce n'est qu'on a... Oui, si. Je vais décrocher ça parce que ça me fait mal. Voilà. De voir qu'à chaque fois, ça s'use. Voilà. Donc, voilà le maxillaire de cette dame. Et hélas, vous voyez, avec ce joli dispositif à ressort, les condyles, l'un est cassé, l'autre est usé par les années de pédagogie, n'est-ce pas? Mais tout de même, vous voyez très bien, je crois. Voilà, on va faire abstraction du ressort. Imaginez que le condyle soit bien rond, et vous voyez très bien cette pointe-là. D'accord? Ça marche? Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Et vous voyez que de cette pointe, vous descendez, c'est très très beau plastiquement, vous descendez dans le maxillaire avec une espèce d'arc, n'est-ce pas, à contreforme. Alors, on va temporairement faire comme c'est ici, vous voyez, là. Ça a été cassé, malheureusement. Mais on va couper, à l'inverse de ce qui se passe ici, on va couper la branche horizontale. Ici. D'accord? Je coupe. Donc, à ce moment-là, si vous voulez même, je montre que je coupe. Comme ça, temporairement, vous voyez la coupe. Ça va? Donc, ainsi, je peux montrer le maxillaire inférieur avec ce très bel arc, la contre-courbe des dents. Et si vous voulez même, je peux peut-être dessiner le maxillaire inférieur en opacifiant. Peut-être ça nous aidera à nous comprendre. Voilà. Est-ce que vous lisez? N'est-ce pas? Maxillaire inférieur, son condyle. Si vous voulez, je peux vous le sortir aussi. Voilà. Parce que je ne parlerai peut-être qu'une fois de ce muscle, de cette façon. Donc, je vais vous sortir le maxillaire. Voilà, voilà sa pointe, voilà son condyle. L'angle du maxillaire résorbé, l'arc, la contre-courbe, le massif dentaire. Les dents, voilà.
et j'ai opacifié. Voilà. D'accord? Bien. Bien sûr, ce crâne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui le connais depuis l'année 65, j'adore cette forme. Je trouve ça beau comme une colline d'Auvergne. D'accord? Je trouve ça magnifique. Regardez. Hein? Bon, ça vient du fait que c'est un os qui n'a pas subi les traitements contemporains de l'eau oxygénée à je ne sais combien de volumes. On met le cadavre dans un bac d'eau oxygénée, on ressort le squelette après avoir compté les minutes et les secondes convenables. Vous voyez, alors on ressort un truc tout à fait fragile. Donc, là, c'était des préparations très particulières qui seraient très mal vues aujourd'hui. Alors, donc, on voit très très bien la tâche d'un muscle qui est complètement indifférent aux structures osseuses qui se trouvent en dessous. Ce muscle s'appelle, tout bêtement, le muscle de la tempe, le temporal. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien du moyen fessier, c'est le moyen fessier du crâne, n'est-ce pas? C'est un muscle qui est disposé comme ceci, n'est-ce pas? Très harmonieusement. Voici, voilà, vous voyez, et qui va en s'amenuisant, en se refermant sur lui-même pour prendre l'apophyse pointue qui se trouve en avant du maxillaire. Ça marche? Donc, plastiquement, n'est-ce pas, vous vous amusez à le situer où vous avez envie de le situer. Vous voyez même que sur mon squelette, là, il a une forme extraordinaire. Et vous, comme pour un moyen fessier, avec le même système d'ailleurs de tendons dans la partie inférieure, le moyen fessier va sur le grand trochanter, n'est-ce pas? Eh bien, vous répandez votre muscle temporal, n'est-ce pas, qui s'étale, plus épais souvent en avant, n'est-ce pas? Et voilà. Et qui vient s'amenuiser dans un cône tendineux qui se continue dans le maxillaire inférieur. Donc, c'est d'une évidence absolue. Vous comprenez bien que lorsque les fibres se contractent, le maxillaire remonte et se bloque. N'est-ce pas? D'accord? C'est le temporal. C'est compris? Ça marche? Donc, je peux supprimer le coup de scie que j'avais donné, n'est-ce pas? J'attends que ça sèche et je vais vous redonner la branche horizontale dans son entier. Ça marche? Voilà. Alors, c'est l'un des muscles externes. Je sous-entends par là qu'il y a des muscles internes, qu'on appelle ptérygoïdiens, je vous en parlerai un instant tout à l'heure, qui sont d'ailleurs plus puissants que les muscles externes. Ils sont à l'intérieur du maxillaire. C'est l'un des muscles externes, n'est-ce pas, de la mastication. Je reconstitue ma branche horizontale et mon os jugal, et je reconstitue bien nettement la convexité et la concavité articulaire de cette branche horizontale. Et là, je reconstitue ma branche montante. Question. Alors, peut-être que M. Comard a dit à M. Tarek qu'il y avait 3 faisceaux dans le masséter. C'est vrai. Il y en a un profond qui, franchement, plastiquement, n'a pas beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas? Et il y en a 2 superficiels qui s'entrecroisent et chevronnent. C'est tout de même assez fantastique. Qu'est-ce que les masséters? Je pense que vous le savez tous. Ce sont les muscles qui sont là.
Dès que vous êtes dans le métro en face de quelqu'un de désagréable, je ne sais pas pourquoi, ça arrive parfois, et agacé par quelque chose, ou ces gens dont la vie est si triste, qui sont tout le temps nerveux, tout le temps mécontents, etc. Et vous les voyez, pour un oui, pour un non, contractés, les masséter, ça dessine sur le visage une forme aussi visible qu'un biceps, n'est-ce pas? Mais là, c'est sur le visage. Alors, la forme que vous lisez le plus souvent, c'est la forme superficielle, celle qui va dans ce sens-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire de la branche horizontale au maxillaire. C'est une femme, hein, il faut que je me calme. Mais il y a un autre faisceau qui va de cette branche horizontale. Le premier fait ça, le plus profond. N'est-ce pas? Celui dont Tarek m'aurait peut-être parlé. Alors ensuite, il y en a un second qui fait ça, et il y en a un troisième qui refait ça. Voilà. Alors, ce qui est très très beau, bien évidemment, c'est le glissement du plus superficiel sur le faisceau moyen, n'est-ce pas? Et ce jeu de chevrons, alors, vous me direz, dites donc de bord, vos fibres ne sont pas égales. Eh bien, en effet, les solutions sont diverses. Vous pouvez, et ça se lit, hein, quand vous regardez le visage de quelqu'un. Donc, mais là, je suis en train d'en faire un monstre de ma pauvre fille. Bon, enfin. Donc, c'est une superwoman comme on les aime dans les films contemporains. Et peut-être... Enfin bon, je m'arrête. Alors, donc, ce muscle est triple, mais vous en voyez les deux faisceaux superficiels, n'est-ce pas, qui passent l'un au-dessus de l'autre. Question. Eh bien, je peux y aller? C'est tout de même extraordinaire, parce que quand vous prenez votre visage comme ça, n'est-ce pas, c'est relativement homogène. Vous sentez peut-être la branche horizontale. Moi, sans doute, je la sens beaucoup plus à 65 ans que je ne la sentais à 30. Je ne vous dis pas que j'étais mignon et rond et ovalaire. Je pense que chez une jeune femme, on ne la sent pas trop, cette branche, n'est-ce pas? La branche verticale, il faut tout de même que l'âge vienne pardon, pour qu'on la voie. Hein? Donc, sur le vivant, c'est relativement homogène ici. Eh bien, c'est tout simple. Vous venez d'en avoir la raison, n'est-ce pas? La branche horizontale qui ressort très nettement, il y a une fosse au-dessus, que vous voyez encore mieux là. La fosse qui se trouve au-dessus est comblée par le temporal. D'accord? La branche horizontale, certes, surplombe. Alors là, vous voyez à quel point le vide est considérable, n'est-ce pas? Il fait un pouce, je crois, un pouce d'épaisseur, le pouce du personnage. Ah, ça ne veut pas m'obéir. Voilà. N'est-ce pas? Tiens, ben c'est pas bête du tout. Donc, voilà le masséter qui, à son tour, unit la branche horizontale au maxillaire. Et si vous voulez bien me suivre un instant, eh bien, à l'intérieur, voilà, il y a des muscles encore plus puissants qu'à l'extérieur, n'est-ce pas? Bon, évidemment, ça ne passe pas en dessous du maxillaire. Hein? Vous voulez que je sois précis? J'ai peur. Voilà. Donc ici, vous avez le masséter, et à l'intérieur, vous avez des muscles extraordinairement puissants, hein, plusieurs tonnes de centimètres carrés, qui sont les ptérygoïdiens. Vous voyez? Donc avec tout ça, vous avez une mâchoire qui n'a... Nous n'avons pas des dents de chien, n'est-ce pas? Nous n'avons pas des canines
qui se glissent les unes devant les autres. Mais du point de vue de la force musculaire, nous n'avons rien à envier à certains animaux, n'est-ce pas? Nous faisons partie de la série, il n'y a absolument pas de problème. Le tout, c'est de le vouloir, n'est-ce pas? C'est-à-dire croquer une branche, mordre le doigt de quelqu'un au point de le sectionner, etc., etc. Hein? Mais on le peut très bien. Donc, vous avez deux muscles apparents à l'extérieur de la mastication, qui sont le grand muscle plane, qui va diminuendo. Hein? Chez certaines personnes, vous en voyez un peu la limite, chez ces garçons qui se rasent aujourd'hui le crâne. Vous en voyez un petit peu la limite parfois, et vous pouvez vous amuser à la lire, surtout quand ils mangent des cacahuètes, des choses comme ça, vous voyez, quand ils cherchent l'objet lors de la mastication. S'ils mangent de la purée, c'est moins évident, vous voyez. Mais de temps en temps, la cacahuète nécessite l'usage de certains faisceaux particuliers, je me fais comprendre. Donc, vous pouvez suivre, et alors, vous pouvez suivre cela. Mais surtout, n'est-ce pas, ce que je voudrais vous dire grâce à ce schéma, c'est que nous allons pouvoir tout à l'heure lui rendre un visage caressable, homogène, n'est-ce pas, dans la mesure où nous comblons les fausses. Vous voyez, elle devient peut-être pas plus mignonne, mais on commence à sentir que le squelette n'est pas totalement prédominant, que grâce à ces deux grands muscles de la mastication, le visage devient relativement homogène. Vous voulez bien venir avec moi en noir et bleu, s'il vous plaît, mademoiselle? Merci. Voilà, vous allez monter là gentiment. Voilà, parfait, c'est parfait. Voilà, regardez l'assistance. Voilà la branche horizontale. Regardez le maxillaire, il est parfaitement féminin. Vous voyez, tout doux, tout arrondi. Mais le masséter est extraordinairement puissant. Penchez-vous un tout petit peu. Non, revenez un tout. Là, on le voit, là. Vous voyez, c'est une masse extraordinairement puissante qui lui fait les joues encore plus rondes. Vous voyez, ça lui donne son charme très particulier. Alors, vous allez... Voilà, vous avez vu? Inconsciemment, elle sait qu'elle l'a, n'est-ce pas? Donc, voilà, d'accord? Bon, et remarquez aussi que quand elle rit, ça ferme la paupière inférieure. Voilà. Et là, si vous voulez, j'ai ma branche horizontale, là, j'ai ma branche verticale, et le temporal est couché là. Merci beaucoup. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément brutal et dur, n'est-ce pas? Ça comble le trou effroyable et qu'on voit chez certains vieillards qui maigrissent, n'est-ce pas, parfois énormément avant de s'en aller, n'est-ce pas? Quand le masséter commence à disparaître, là, ça devient très impressionnant, n'est-ce pas? Parce que tout se creuse. Que les joues se creusent, certes, mais que le masséter se restreigne en volume parce que la personne ne boit que quelques cuillerées de soupe, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le début de la fin. Voilà. Donc voilà deux des muscles de la mastication. Je dis bien qu'il y a les ptérygoïdiens à l'intérieur qui sont autrement plus importants. Donc ce sont les masséters et les temporaux. Question? Monsieur? Je vous en prie, je veux bien les deux. Je peux comprendre que le masséter avait trois parties. Oui, trois faisceaux. Eh bien, je vous l'ai montré dans un premier temps. Vous êtes, vous aussi, non, mais vous n'avez pas, Comard ne veut pas de personne de votre âge, alors je suis tranquille. Donc, je vous l'ai montré dans un premier temps. Il est en profondeur dans cette direction. Puis, il y en a un comme ceci et le dernier comme cela. Donc, il est caché par celui-ci. D'accord? Deuxième question. Deuxième question, est-ce que l'usure des dents est suffisante pour modifier la morphologie, toute chose égale par ailleurs? Oui, à tel point que je vous apporterai 3 crânes de personnes âgées, ou du moins 2 au moins, et vous verrez à quel point c'est effrayant. N'est-ce pas? Parce que ça fait même disparaître l'angle du maxillaire. C'est pour ça que les dentistes
préfèrent que leurs patients mettent leur dentier. N'est-ce pas? Donc, imaginez un individu adulte. Qu'est-ce que je raconte? Condyle. Voilà. Un individu adulte ayant toutes ses dents. N'est-ce pas? Si, comme dans les tableaux de Ténier, de Brouwer, etc., les vieillards qui boivent de la soupe et qui projettent. Alors déjà, nous le savons, lorsque nous ouvrons la bouche, n'est-ce pas, nous projetons, nous ne laissons pas, vous vous souvenez, nous ne laissons pas l'articulation ici, nous plaçons notre maxillaire ici. Donc déjà, le maxillaire est projeté en avant. Mais en plus, si vous supprimez les dents, n'est-ce pas, bien évidemment, l'angle qui se trouve ici va se résorber peu à peu, et vous le verrez, j'ai des squelettes, n'est-ce pas? J'ai des maxillaires inférieurs, et l'angle ici va disparaître, n'est-ce pas? Chez un homme, par exemple, mais encore plus, bien évidemment, chez une femme. Comme le nez s'allonge avec l'âge, ce qui rend parfois certaines personnes, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez certaines personnes qui deviennent un peu plus intéressantes en vieillissant, non? Parce que le nez prend un peu de volume quand même. Alors, donc, parfois, c'est le dessin de la sorcière classique, n'est-ce pas, où vous avez le nez, je suis même trop, là, voilà, le nez qui est ici, n'est-ce pas, la bouche réduite à 2 lamelles, n'est-ce pas, et vous avez le menton qui part en avant. Ce n'est pas tellement une sorcière, plutôt un sorcier. Voilà. Et même, ça pourrait être plus marqué que ça encore. Et puis alors, dans les tableaux de Brouwer, c'est très très bien rendu, ou Ténier, n'est-ce pas? Il y a la cuillère ici, le nez du personnage ici, n'est-ce pas? Et on le voit projeter, vous avez vu? On le voit projeter, là c'est pas trop mal dessiné, on le voit projeter sa bouche édentée sous la cuillère. Ça va? Là. Oui ou non? Vous suivez? Oui ou non? Oui? Bon. Ben non, parce que quand on dessine en ayant le nez sur le tableau, on ne sait pas si l'auditoire comprend. Je me calme. Question? Non? Bon, on continue. Voilà, ça, ce sont les muscles de la mastication. Il reste tout le matériel expressif. Alors, je vais essayer de faire le singe pendant quelques minutes, de vous sortir tout ce dont je dispose. L'étonnement. D'accord? J'en ai déjà parlé. C'est le muscle frontal, le muscle qui descend sur le front verticalement. Certains d'entre vous, est-ce que l'un d'entre vous a la calotte crânienne qui bouge facilement et qui le sache et qui fasse rire ses copains avec ça? Non, personne? Il n'y a plus de jeu morphologique. Moi, je ne peux pas. Mais il y a des gens qui sont capables, l'avez-vous vu, de déplacer toute leur calotte crânienne et leurs cheveux. Alors, ce muscle frontal, n'est-ce pas, est ici, attaché là. Parfois, il n'est pas attaché, il est ici. Il y a une petite aponévrose libre au lieu d'être attaché. Et il y a un autre muscle là, occipital. Et les deux réunis on peut s'amuser à déplacer la calotte crânienne et les cheveux. Quand c'est attaché, il y a simplement le muscle de l'étonnement. Sinon, tout peut bouger. Il y a même des gens qui peuvent bouger leurs oreilles. C'est en voie de disparition, mais il y a 3 muscles orientateurs de l'oreille qu'on appelle auriculaires. Moi, j'avais une amie, étant jeune, c'était pas les 3, mais c'était quand même extraordinaire. Elle s'amusait à rentrer ses oreilles à l'intérieur, comme ça, à vous dire une grosse bêtise, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis, toum, les oreilles sortaient. Ça avait un effet clownesque, comme elle était assez jolie, c'était assez étonnant. Voilà, donc,
le frontal, l'étonnement. Alors, il y a un muscle qu'on n'avait pas vu avant Duchesne de Boulogne d'ailleurs, qui est ici, qui fait deux petits triangles. Vous les verrez sur des planches d'anatomie, rassurez-vous. Mais j'aborde ça très globalement. Et qui tire le sourcil vers l'intérieur. Au point, chez certaines personnes, moi je coupe régulièrement mes sourcils, mais il y a des vieux auvergnats qui ne les coupent pas et ça fait un véritable buisson. Mais moi, j'y verrai plus. Donc, mais vous voyez, je peux très très bien cacher mes yeux avec mes sourcils. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. J'ai été jeune et j'ai été pion. Ce qu'on supprime aujourd'hui, je ne comprends absolument pas pourquoi, parce que même de mon temps, c'était relativement utile. Et alors, comme je travaillais la nuit comme décorateur de théâtre, je voulais que mes petits garçons et filles du lycée mixte de Montgeron me fichent la paix pendant mes études et que je puisse dormir quand je ne faisais pas des dessins d'anatomie au tableau. Étant donné ma taille, etc., j'étais un peu ignoble, j'imposais le silence. Mais pour me faire pardonner, je dessinais à la demande pendant la grande récréation de midi. Et j'ai des photographies de moi, jeune, entouré de grappes d'enfants en train de me regarder dessiner, etc., etc. En fait, j'adorais enseigner et j'ai beaucoup enseigné le dessin au lieu d'être pion. Et j'ai même monté un décor de théâtre, etc. Bon, eh bien, quand je voulais dormir, n'est-ce pas, c'était très simple, je me mettais sur le bureau, je m'appuyais sur mon pisiforme et mon tubercule du scaphoïde, j'avais mes livres, n'est-ce pas, et je dormais. Et ces coquins sont venus un jour me photographier, je vous l'ai dit, non? Me photographier du dessous en posant l'appareil sur le bureau, vous voyez. Et une fois que ça a été développé, ils m'ont dit 50 francs ou on l'apporte au proviseur. D'accord? Donc, voilà, j'ai donc un muscle, Duchesne appelle ça le... Si vous allez voir, ce n'est pas très beau de son décordage. Vous voyez, c'est celui-là. D'accord? Donc, si vous actionnez le muscle de la colère et qu'en plus, je vous l'ai déjà fait l'autre jour, qu'en plus vous dessiniez votre bouche, non pas ouverte, mais rectangulaire du fait du possier, voilà ce que ça donne. D'accord? Vous allez voir ça dans Duchesne de Boulogne tout à l'heure. Donc, là, le muscle de la colère, tout petit, pilier du frontal ou pyramidal. Il y a un muscle de la douleur que je ne peux absolument pas actionner volontairement. Vous verrez qu'il se dispose obliquement et qui, d'un sourcil, je vais dessiner tout ça après, d'un sourcil qui a cette forme, n'est-ce pas, vient tirer. Si vous voulez, vous avez l'œil qui est ici, n'est-ce pas, comme ceci. Eh bien, ce muscle disposé, il a un point ici d'attache osseuse, disposé comme ceci, le sourcil prend cette forme-là. Donc, vous vous retrouvez avec le schéma classique, n'est-ce pas, des lignes obliques, vous voyez, du sourcil. Il vous suffit de placer l'œil, éventuellement de placer d'autres muscles dont je vais parler tout à l'heure, qui tirent la bouche vers le bas, et c'est le Jean qui pleure classique. D'accord? Bien. Alors, donc, autour de l'œil, l'autre jour, je vous ai parlé de l'orbiculaire palpébral supérieur, qui est un muscle de l'attention, et de l'orbiculaire palpébral inférieur. Bon, ben c'est déjà pas mal. On va déjà commencer avec cela. Hein? Il est 6h05. Il faudrait que je fasse assez vite. Donc, le frontal, vous connaissez. Alors, non discerné jusqu'en 1850. Ah, c'est la même couleur. Le pilier du frontal, n'est-ce pas, muscle de la colère. Et c'est vraiment Duchesne, avec ses appareils électriques, qui a discerné une toute petite limite osseuse entre ces deux os qu'on n'avait jamais vue. Voilà. Ensuite,
nous avons parlé du sourcilier. Oui, c'est ça. Du sourcilier qui est ici. Donc, je viens d'expliquer qu'il fait disparaître l'angle du sourcil, n'est-ce pas? Je vous ai parlé... Ah, alors, les orbiculaires. Aujourd'hui, mardi, je vous ai montré une photographie de Madeleine Renaud. J'avais pensé, en la mettant dans le carrousel de diapositives, que ce serait intéressant de vous montrer les fosses orbitaires. Mais j'avais oublié qu'il faut vous expliquer qu'il y a ici deux cartilages qui permettent même à un vieillard qui a la paupière complètement effondrée d'avoir une espèce d'élément de soutien médian, n'est-ce pas? Et on le voyait bien dans cette diapo, il y a deux cartilages qu'on appelle tarse, peu importe, n'est-ce pas, qui appartiennent à un voile cartilagineux qui peut être homogène, n'est-ce pas, mais très léger. Parfois, ce voile, n'est-ce pas, présente des déhiscences, comment pourrais-je dire, des endroits où il est beaucoup plus léger, beaucoup trop léger, même si vous voulez, comme par exemple ici dans les photographies que je vous ai montrées de Vendès France. À ce moment-là, la graisse, n'est-ce pas, car l'œil, vous pensez bien que pour que l'œil soit à son aise, il est comment dirais-je, il baigne dans un cône graisseux, l'œil est entouré de muscles orientateurs, et il baigne dans un cône graisseux qui est fermé par les paupières. Ce cône graisseux recule avec le temps, n'est-ce pas? Et parfois, chez les gens obèses, devient encore plus considérable, n'est-ce pas? Et alors donc, le tout est fermé par cette paroi, n'est-ce pas, ligamentaire et cartilagineuse, avec ces cartilages tarses. Et alors, vous pouvez très bien avoir des manques ici ou des manques là. C'est pour ça que chez vos grands-parents, vous pourrez voir des boules graisseuses qui se permettent de traverser la paroi. Je me fais comprendre? Voilà. Et au-dessus, alors ça c'est tout de même tout à fait extraordinaire, vous avez deux muscles dans les paupières pour fermer et ouvrir les paupières, n'est-ce pas? Eh bien, qui sont des muscles expressifs. L'orbiculaire palpébral supérieur, l'orbiculaire palpébral supérieur, n'est-ce pas? Et l'orbiculaire palpébral inférieur. Et ce ne sont pas seulement des organes d'occultation de l'œil, n'est-ce pas? Ce sont aussi des muscles expressifs, et je vais me justifier. Je crois l'avoir déjà fait mardi, mais je vais le refaire. Alors, si vous prenez l'orbiculaire palpébral supérieur, n'est-ce pas, que vous ayez un dessin à faire où vous voulez exprimer l'attention d'une personne, n'est-ce pas? Classiquement, quand vous faites un visage, comment dirais-je, schématique, n'est-ce pas, vous pouvez faire ceci en jouant sur les ombres de la bouche, le lobule du nez et les narines, les yeux, je ne sais pas, des sourcils, des oreilles, etc. Puis vous pouvez après mettre la structure osseuse, ça vous regarde, mais le schéma de départ, ça peut être très bien d'être celui-là. Donc, si vous voulez schématiquement exprimer l'attention, à ce moment-là, n'est-ce pas, vous mettez une contraction, vous dessinez, pardon, une contraction de l'orbiculaire palpébral supérieur, comme les fibres sont en arc de cercle, lorsqu'elles sont contractées, elles s'horizontalisent, n'est-ce pas? Donc tout ça s'horizontalise, et vous avez la pupille à moitié coupée qui apparaît en dessous, n'est-ce pas? Et ça vous donne un visage attentif, si vous voulez, vous pouvez structurer la bouche, ça vous donne un visage attentif. On est d'accord? Si vous faites l'inverse, je vous l'ai déjà expliqué mardi, mais ce sera fini, je ne vous en parlerai plus, puis vous verrez tout à l'heure
chez Duchesne l'application électrique de ces choses, eh bien, vous avez un élément du rire, n'est-ce pas? Et l'élément incontrôlable, car sauf si on est un très grand comédien qui sait pleurer à volonté, etc., n'est-ce pas? On ne peut pas d'ordinaire mentir avec ses yeux, n'est-ce pas? Et donc, pour que le rire soit complet, il faut bien évidemment actionner les grands zygomatiques. Ça marche? Où sont ces grands zygomatiques? Eh bien, ils partent de l'angle de la joue pour aller aux commissures labiales. Les commissures labiales sont donc à l'extrémité des lèvres. Je vous ai dit et redit que la lèvre supérieure est constituée de 3 éléments, que la lèvre inférieure est constituée de 2 éléments, et qu'ainsi vous pouvez structurer la bouche sans aucun problème. Sinon, vous tombez dans le mou. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez faire rire, ou si vous regardez un personnage rire, je vais le mettre en orange pour que ça marche, avec l'orbiculaire palpébral inférieur, n'est-ce pas? Vous l'allez voir, tirer, raccourcir son grand zygomatique, et à ce moment-là, la bouche qui avait ce dessin en chapeau de gendarme, comme on disait dans mon enfance, n'est-ce pas? Eh bien, bien évidemment, elle devient toute simple, en arc de cercle, tirée qu'elle est par les grands zygomatiques en question. Ça marche? Ça va? Bien. Alors, une petite nuance qui n'a étrangement pas été comprise pendant des siècles. On a ici un muscle, vous voyez, qui n'est vraiment pas loin du grand zygomatique, à tel point qu'on l'appelle petit zygomatique. Eh bien, celui-là entraîne une situation absolument inverse de la précédente. Pourquoi? Votre bouche est donc ainsi au repos, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Tout de suite, précédemment du moins, vous avez tiré avec le grand zygomatique, ici et là. Et vous avez modifié la bouche, j'y reviens, et lui avez donné cet arc de cercle. Si vous tirez cette bouche ici et là, c'est-à-dire tout juste un peu à l'intérieur, vous allez créer un arc de cercle dans ce sens-là et modifier complètement l'expression. Il suffit de modifier, n'est-ce pas, de lui mettre un tout petit peu de sourcilier, et ça y est, c'est Jean qui pleure. On y est? Grâce au sourcilier et étrangement à ce muscle très voisin du grand zygomatique, qui est le petit zygomatique. Je parlais de l'autre jour des voyous du 3e âge. Alors là, tout de même, comment dirais-je, le temps nous venge. Parce que les gens qui nous font la gueule, vous voyez, eh bien, peu à peu, bien évidemment, tous ces muscles qui fonctionnent tout au long de l'existence entraînent des rides qui se marquent de plus en plus. C'est pour ça que je vous montrais cette dame que j'ai trouvée magnifique lorsqu'elle était vivante et âgée l'autre jour. Elle avait tellement souri que ça se voyait sur son visage. Et c'est un peu triste tout de même, je trouve, chez certaines femmes d'un certain âge, de faire disparaître les traces de leur bon caractère. D'accord? Et alors, par contre, les gens pénibles ont l'usage très, très commode d'un muscle qui est ici, n'est-ce pas? Qui s'appelle le triangulaire des lèvres.
Et vous voyez qu'il peut très bien, regardez, s'associer aux petits zygomatiques. Là, c'est vraiment faire la gueule. D'accord? Vous me suivez? Oui, ben, regardez partout, métro, autobus, etc. Avec le temps, le muscle fatigué en vient à tomber là, et en permanence, la personne fait la gueule. Même si elle sourit, ça ne peut plus marcher. On n'y croit plus parce qu'il y a 2 poches qui descendent là, qui sont la trace de 40 ans de mauvaise humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, celui-là, c'est le triangulaire des lèvres. Alors, c'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi. Il y a énormément de muscles pour exprimer le mécontentement et la désapprobation. Un peu comme pour le masséter, il y a un autre muscle en dessous qui est carré. Alors, je ne vous le dessine pas. Je ne vous le dessine pas en entier. Ben, je vous le montre tel qu'il se présente. Et celui-là, vous voyez, alors l'autre tire, par chance, je ne peux pas faire la gueule volontairement, mais par contre, on pourrait exprimer le dégoût, une puanteur, oui. Oui, et verser la bouche. Enfin, je pense qu'on peut tous le faire. Donc, à ce moment-là, ça n'est plus la bouche qui est tirée comme ceci, c'est la bouche qui est éversée comme cela. Est-ce que ça vous va? Éversée comme cela. J'exprime mal, non? Je n'ai pas été assez sérieux. Donc peut-être je vais le faire au fusain, voilà. Et à ce moment-là, vous dessinez simplement la lèvre inférieure comme un segment éversé. Voilà. Là, je crois que ça va. Voilà, 2 yeux, vous voyez. Peut-être faut-il aussi mettre une petite ombre en dessous. Voilà. Duchesne ne le montre pas. Et là, ce n'est pas très fort, hein, mais on ne peut pas dire qu'il soit ravi. Bon, et alors, bizarrement, allant avec ce muscle-là, le long du nez, il y a 2 muscles qui expriment le dégoût, la puanteur, n'est-ce pas? Et alors, il s'appelle releveur du nez et de la lèvre supérieure. Après, je m'arrête. Il ne vous en manquera pas beaucoup et je le ferai. Ça va, là, vous avez suivi? J'en ai un auquel je tiens parce que dans les diapos, il va avoir beaucoup d'importance et je finirai par lui. Le possier du coup, je le mettrai la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les releveurs de l'aile du nez et de la lèvre. Mais il vaut mieux que je mette les cartilages du nez auparavant. Voilà. Donc, voilà les 3 cartilages du nez, n'est-ce pas? Le petit cartilage de la narine, le cartilage de la pointe. Voilà. Qui sont très peu associés, n'est-ce pas? Et si vous voulez, on va lui dessiner un nez. Voilà, tenant compte des 3 cartilages en question, avec un petit lobule graisseux. Voilà. Peut-être qu'il faut à ce moment-là que je dessine la commissure comme ceci. Voilà. Et puis que je remette un peu de fusain. Voilà. 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 Alors, vous avez donc 2 muscles, releveur profond et releveur superficiel. Voilà. Le releveur profond part du bord inférieur de la fosse orbitaire, il est ici. Voilà. Et le releveur superficiel, releveur de l'aile du nez, n'est-ce pas, ici. Donc, releveur profond de l'aile du nez. Et le releveur superficiel est étrangement ornemental. Vous allez revoir tout ça dans des très belles planches d'anatomie du XIXe siècle.
Donc, le releveur superficiel descend jusqu'ici et peut relever donc, en cas de dégoût, n'est-ce pas, non seulement l'aile du nez, ici, mais la lèvre supérieure. Et alors là, ça vous donne un visage qui est complètement comprimé. Très facile à dessiner, il suffit de boudiner le nez de relever le nez d'exprimer le dégoût avec le carré du menton et vous voyez, on y arrive. D'accord? Voilà. Ce sont donc les deux releveurs. Je ne sais pas très bien les faire fonctionner l'un sans l'autre. Releveur profond, releveur superficiel, n'est-ce pas? Là encore, deux muscles qui se croisent en chevron et qui donc vous expriment le dégoût. Je vous fais remarquer tout de même que le grand zygomatique et l'orbiculaire palpébral inférieur expriment la joie, la bienveillance, le plaisir, etc. Celui-là, l'étonnement, celui-là, la colère, celui-là, le dégoût associé à celui-là, ça, la tristesse, ça, le mécontentement. Il y a tout de même pas mal de muscles négatifs dans les expressions du visage, comme si l'existence avait été prévue pour faire la gueule. Non, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. Hein, je suis assez surpris. Et le dispositif qui a l'air simplé fonctionne très très bien. Mais pour finir, je vais vous faire un cadeau. Et un cadeau que la morphologie m'a fait, c'est d'une indiscrétion extraordinaire. Et ça changera certains de vos regards. Il y a en effet, attaché dans l'angle de la narine, ici, un muscle qui se répand en éventail. Donc, heureusement, en voilà un autre. Un muscle qui se répand en éventail, qui, étrangement, vous allez le voir, quand il est électrisé seul par Duchesne de Boulogne, exprime la mauvaise humeur, n'est-ce pas? On l'appelle le transverse du nez. Et bizarrement, c'est un muscle qui était, vous l'allez voir dans les diapos, très connu dans l'Antiquité. N'est-ce pas? Dans tous les visages, je dis bien dans tous les visages de satyre, en train de copuler, il est en contraction. C'est le muscle de la lubricité. C'est un muscle qu'on actionne bien involontairement dans certains cas. Et alors, on l'associe le plus souvent au rire, au sourire. Et ça donne à certains visages, vous l'allez voir dans les diapos, une expression très, 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 très particulière. Qu'est-ce que je voulais vous dessiner? Je ne sais plus. Ah oui, il faut absolument, ce n'est pas du tout facile à dessiner, n'est-ce pas? Il faut, si on ne l'associe pas au grand zygomatique, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne vous garantis pas du tout que je vais y parvenir, n'est-ce pas? Il relève très particulièrement, vous voyez, l'aile du nez. Voilà. Heureusement, j'ai mes diapos de sculptures antiques pour vous convaincre, et surtout la photo de Duchesne de Boulogne. Ça fait des petites rides qu'on voit très bien ici, n'est-ce pas? Et l'œil est ici. Vous voyez, c'est une expression. Voilà, il y a ça aussi. On peut ajouter l'oreille parce qu'elle participe aussi de l'expression. Hein? Voilà, ça ne marche pas si mal. C'est une expression qui inquiète beaucoup certaines femmes dans leur inconscient, n'est-ce pas? Quand elles voient un homme et présentant ce visage, n'est-ce pas?
et en plus qui va les mains en avant, très entreprenant. Et vous allez voir, il y a une photo chez Duchesne de Boulogne. Vous ne rirez plus, ça fait peur. Hein, ça fait peur. Chez un ectomorphe très creux, hyper reproducteur, etc., avec pas un brin de gras, quand il se met à être, enfin, comme le personnage photographié par Duchesne de Boulogne, qui était éthylique et obsédé sexuel, eh bien, quand il se met à actionner ce genre de choses, on commence à paniquer un peu. Voilà. Dans les masques japonais aussi, hein, vous trouvez ça. Mais je ne vous ai mis que des diapos, dont une, pour les âmes sensibles, il y a une diapo effroyable. Hein. Je l'ai d'ailleurs coupée en deux, j'ai mis le visage d'abord et j'ai montré la source du plaisir ensuite. D'accord ? Parce qu'elle est tout de même très choquante du point de vue judéo-chrétien. Alors, qu'est-ce qui vous manque ? Très sincèrement, il ne vous manque pas grand-chose dans les muscles du visage. Je crois que nous avons très bien travaillé. Je vais peut-être m'autoriser quand même, dans ce cas-là, puisqu'il n'en manque qu'un à ma... Si je ne me trompe, il n'en manque qu'un. Alors, je vais le mettre. Alors, c'est le possier du cou, n'est-ce pas ? Qui est double. Alors, pour les empoisonneurs anatomiques comme le monsieur à lunettes ou Tarek, n'est-ce pas ? Eh bien, il porte deux noms. Là, il s'appelle Risorius de Santorini. C'est chic, non ? Risorius de Santorini. Et donc, il descend. Je vous le montrerai peut-être chez un garçon qui l'avait très développé. Comment s'appelle-t-il ? Enfin, je vais mettre Possier du cou. Possier du cou. J'aurais voulu prendre plus de temps pour les diapos, mais c'est bien, c'est bien. Je trouve qu'on a bien travaillé, et puis ce n'est pas un sujet à retraiter 3 fois. Si vous avez bien compris, c'est bien. Donc, le possier du cou, vous voyez, c'est un possier, n'est-ce pas ? Donc, il est dans l'épaisseur de la peau. Vous allez revoir ça sur de très bonnes planches anatomiques du 19e, n'est-ce pas ? Et il descend, Duchesne dit comme un voile. Autrefois, je lisais les textes de Duchesne. Maintenant, je ne peux plus, ça m'ennuie trop. Alors, je me suis trop occupé de ce bonhomme. Passionnant, n'est-ce pas ? Donc, voilà le Risorius de Santorini. Je ne peux plus lire ces choses. Donc, et le possier du cou. Alors, bien évidemment, si on le dessinait trop, ça voilerait notre dessin préparatoire, n'est-ce pas ? Donc, c'est une feuille musculaire prise dans l'épaisseur de la peau qui descend jusqu'à la poitrine. Et là, je crois très sincèrement que vous avez tous les muscles possiers dont parle dans Duchesne de Boulogne, vous l'allez voir, explique le fonctionnement. Voilà. Question. Non ? Eh bien, on va y aller. Diapo, mon cher monsieur Yacoub. Duchesne, c'est un génie. Il est né en 1806 à Boulogne-sur-Mer. La chance veut qu'il ait eu une vie d'une tristesse épouvantable. C'est un fils de corsaire qui a voulu s'intégrer à la société bourgeoise enfermée derrière ses remparts à Boulogne. Et c'est un médecin des pauvres. Déjà, ce n'était pas très bon pour lui. Et ensuite, il a eu une épouse. Il a accouché son premier enfant. L'enfant a vécu, la femme est morte. Et elle appartenait à cette bonne bourgeoisie. Le malheur a voulu qu'il se fasse mettre le grappin dessus par une autre personne un petit peu plus légère dans ses mœurs. Il est devenu la risée de cette ville enfermée dans ses remparts. Si un jour vous allez à Boulogne, j'y suis allé à cause de lui,
En voyant les remparts, on comprend. Et Boulogne-sur-Mer, en plus, est une ville où il y a une des églises les plus laides de toute la chrétienté, je crois. Enfin, peut-être pas en Afrique, où il y a certains bandits, chefs d'État, qui se sont fait des cathédrales qui ont l'air gratinées. Mais celle-là, elle était construite par un... Bon, allez, c'est très, très laid. Donc, si vous voulez, il est devenu la risée de la ville, et il est parti. Il a tout abandonné, à, je crois, 40 ans. Il est parti, et il est venu à Paris, il a refait ses études de médecine. Et il a fait des études sur l'électricité, et on venait d'inventer, en 1934, Daguerre avait inventé le daguerréotype, et dans les années 50, comme je vous le disais, Fox Talbot a inventé la plaque, avec un liquide au-dessus, ne me demandez pas lequel, un collodion, qui permettait d'imprimer l'image photographique inventée par Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône dans les années 32, je crois. Hein. Voilà. Donc Duchesne va à la fois, comme certains savants assez extraordinaires, mélanger 3 découvertes contemporaines, l'électricité et ses usages. Attention, il utilise la faradisation et pas la pile. C'est très important parce que quand j'étais jeune et que je défendais Duchesne, certains intellectuels bien en vue, je ne donnerai pas de nom, comparaient la malheureuse petite appareil de Faraday que vous voyez là à une chaise électrique. Et vous allez voir, il y a des images de Duchesne qui font peur. Et il y a des cœurs sensibles. Voilà nos planches d'anatomie. Il y a des cœurs sensibles qui se sont empressés de dire que c'était digne des tortionnaires, etc. Quand les gens veulent ne pas comprendre, il faut faire beaucoup d'efforts pour qu'ils comprennent. Si vous voulez, j'ai commencé à faire une exposition sur Duchesne, je crois, dans le début des années 80 au musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. C'était tout petit. Il était alors vraiment totalement inconnu. Et l'exposition de l'École des Beaux-Arts, j'ai dû la faire, enfin elle a été faite dans les années, je ne sais plus, 98, quelque chose comme ça. Et donc il est passé de l'inconnu à la notoriété. Alors, on va attendre que la lumière s'éteigne. Qu'est-ce que je vais vous dire encore de Duchesne ? C'est quand même pour nous très émouvant parce que mon prédécesseur des époques 1870 aimait beaucoup Duchesne, n'est-ce pas, qui était à cette époque-là un vieux savant, on peut presque dire autodidacte, très apprécié de Charcot, de Potin, enfin de toutes les grandes vedettes de l'époque. Et excusez-moi, monsieur Yacoub, est-ce qu'on peut fermer le rideau ? Je suis désolé, j'ai oublié de le fermer. Donc, ce Duchesne allait d'hôpital en hôpital avec ce que les vieilles dames de la Salpêtrière appelaient sa petite boîte à malice. C'était en effet l'appareil que vous avez vu là, avec lequel il électrisait le visage de ces vieilles dames, n'est-ce pas ? Et quand elles étaient mortes, il électrisait le cadavre pour vérifier ce qu'il avait étudié sur le vivant, n'est-ce pas ? Alors, l'histoire de la chaise électrique, j'en ai eu tellement marre que j'ai, entre autres choses, organisé une grande soirée dans l'hémicycle de l'école, là, vous savez, le grand amphithéâtre, et où j'avais invité des sommités du monde médical et de la photographie. Et j'avais demandé à Lecoeur, qui était encore vivant, de bien vouloir m'électriser en public pour que les gens se rendent compte de l'état dans lequel se trouve une personne dont on électrise le visage. Je savais que Lecoeur n'était pas aussi raffiné que Duchesne, que je prenais quelques risques, mais on avait fait un petit entraînement et franchement, j'en suis sorti en bon état. Le seul inconvénient, c'est que votre visage ne vous appartient plus, c'est tout. Il obéit à la petite machine et en l'occurrence, certaines de ces machines, on les remonte à la main comme une dynamo de vélo, vous voyez. Donc, ça a peu à voir avec la chaise électrique, d'accord ? Voilà, alors voilà une planche d'anatomie de je ne sais plus qui. Au début, c'est pourtant le livre associé avec le père de Flaubert, là, bon sang. Enfin bref, pour une fois, je ne vais pas vous donner le nom de l'auteur. Pardon ? Ah, surtout pas. Donc, non, c'est plus ancien.
Donc, ça, c'est donc le frontal. Ici, vous avez le petit zygomatique, là, le grand zygomatique, l'orbiculaire palpébral supérieur, l'orbiculaire palpébral inférieur. Voilà le sourcilier, n'est-ce pas? Là sont les ligaments tarses. Ici, c'est le masséter. Le cloquet, voilà, c'est Cloquet, l'ami du père de Flaubert. Et ces gens-là travaillaient à Rouen. Alors là, un muscle dont je ne vous ai pas parlé, pourtant certains d'entre vous doivent le connaître, si dans leur enfance, ils ont fait des bombes à eau avec leur bouche, n'est-ce pas? C'est un muscle qui permet de jouer de la trompette. Regardez chez les trompettistes de jazz, par exemple, le volume qu'ils peuvent donner à leur bouche. Vous vous doutez bien qu'heureusement, ils peuvent la ramener vers l'intérieur. Donc, c'est avec ce muscle profond qui n'est pas expressif, qui s'appelle le buccinateur. Voilà le messéter, voilà le carré du menton, voilà le carré du menton, voilà le triangulaire des lèvres, l'orbiculaire des lèvres. Rassurez-vous, vous allez en avoir d'autres. Alors, là, vous avez le frontal, je l'ai dit. Le frontal a été scalpé de ce côté-ci et l'occipital a été scalpé de ce côté-là. Sinon, vous avez un tout petit muscle occipital ici et un tout petit muscle frontal là. D'accord? Diapo suivante. Voilà le masséter. Voilà les muscles auriculaires. L'oreille a été retournée. Voilà le triangulaire des lèvres, le grand zygomatique, le petit zygomatique, les orbiculaires des yeux. Vous voyez comme c'est mince, hein? Vous le sentez dans le dessin, là. Autant le masséter, muscle de la mastication, est épais. Vous voyez, en dessous, là, il y a le temporal, mais l'aponévrose n'a pas été retirée. Il y a les auriculaires. Et vous voyez, par exemple, comment ça s'appelle? Le frontal, c'est très, très léger. Alors, ça, c'est très bon, hein, pour notre travail d'aujourd'hui, car vous voyez, comme je l'ai fait, est-ce que c'est au point? Oui, c'est au point. L'os a été scié là et là pour vous montrer le temporal, en dessous de cette aponévrose, au-dessus de laquelle il y a les auriculaires. Est-ce que ça va? Vous allez en avoir d'autres, justement, du Bourgerie-Jacob. Ça va? Diapo suivante. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est le chef-d'œuvre des livres d'anatomie au XIXe siècle, n'est-ce pas? Publié donc pendant 18 ans, de 1830 à 1848. Et alors, donc tout y est, si vous voulez, je recommence. Frontal, non pas tout d'ailleurs, frontal, et vous voyez que le frontal se continue en pilier du frontal, ici, n'est-ce pas? Sans limite. Bourgerie et Jacob n'avaient pas vu les deux muscles que va vous montrer Duchesne avec une épouvantable planche d'anatomie à laquelle on ne comprend rien, tellement elle est mal dessinée. Mais les photos sont extraordinaires. Voilà donc les orbiculaires, ici, n'est-ce pas? Alors là, vous voyez très bien, je crois. Petit zygomatique, grand zygomatique, élévateur superficiel de l'aile du nez, élévateur profond élévateur superficiel de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, élévateur profond de l'aile du nez, triangulaire des lèvres. Ah, j'ai oublié la houppe du menton dans mon cours. Vous savez, ce petit muscle qui fait très sauter le menton chez certaines personnes lorsqu'elles pleurent. Vous savez, ça n'existe pas chez tous les individus. C'est une espèce de petit paillasson de fibres musculaires qui vont de l'os à la peau et ça fait faire des petits points dans la peau du menton. Hein? Voilà. Et alors là, vous voyez le transverse du nez. Hein? Il l'a bien vu. Comment s'appelle-t-il? Bourgerie. Il s'appelle au pluriel Bourgerie et Jacob. Voilà donc l'élévateur profond, l'élévateur superficiel est dans la pénombre, petit zygomatique, muscle du pleuret, grand zygomatique, muscle du rire, triangulaire des lèvres, vous le voyez très bien, le muscle du mécontentement. Alors, ça aussi, c'est très bien, regardez. Sternocléidomastoïdien, l'homoïdien que je voulais vous mettre, que je n'ai pas mis, le trapèze claviculaire, et là, vous voyez le possier, n'est-ce pas? Alors, c'est beaucoup mieux fait que dans mon dessin au tableau. Vous voyez que ça voile comme un rideau léger. Ça va? Question? Non? Diapo suivante. Alors,
c'est un petit peu impressionnant parce que vous voyez le globe oculaire dans la fosse, n'est-ce pas? Et vous voyez un ligament tarse là. Ça, il y a un canin aussi dont je n'ai pas parlé, qui existe chez le chien et parfois chez l'homme. Le voilà, le canin. Donc ça, c'est un élévateur profond de l'aile du nez. Ça, ce sont des transverses du nez. C'est très visible là. Masséter, triangulaire, carré du menton, la houppe du menton, là, dessinée. Et là, il a scié l'os à nouveau pour vous montrer le temporal. Ça va? Voilà le temporal os non scié, voilà le temporal branche horizontale sciée. Ça va? Diapo suivante. Voilà l'ensemble des muscles vus donc par Bourgerie et Jacob, avec le risorius de Santorini et les petites fibres qui sont là, et le possier du cou. Ça va? Grand zygomatique, petit zygomatique, orbiculaire, frontal, transverse du nez, triangulaire des lèvres, les auriculaires, le petit occipital, le petit frontal, parfois réunis par une seule apodéphrose. Est-ce que ça va? Diapo suivante. La même idée, n'est-ce pas? Je crois que tous les profs d'anatomie ont fait ça, de couper la branche pour vous montrer le temporal. Alors, là, vous avez l'osioïde, n'est-ce pas? Avec le muscle double qui s'appelle digastrique et le plancher du menton. Là, vous avez un petit muscle qui s'appelle homoïoïdien. Malheureusement, je trouve que le larynx est vraiment très mal dessiné et très très mou. Et le sternocléidomastoïdien, franchement, n'est pas beau. Ça me surprend parce que c'est un livre où la plupart des planches sont vraiment admirables. Diapo suivante. Alors, écoutez, moi je vous propose de faire un survol, et puis comme il faut bien que je vous amuse un tout petit peu et que je vous convainque, je reprendrai ce diapo, mais je vais aller assez vite pour arriver jusqu'au transverse du nez, ce sujet un peu égrillard, dont vous comprendrez qu'il me tient à cœur. D'accord? Alors allons-y. Voilà la thèse d'un de mes amis mort maintenant, qui a participé à cette grande soirée dont je parlais, Paul Guilly, qui avait fait sa thèse sur Duchenne, je ne sais pas, dans les années 38, 39 peut-être. Voilà la tête de Duchenne de Boulogne, une belle tête de savant du 19e. Diapo suivante. Voilà. Alors voilà le frontispice. Je disais que c'est un mensonge. Je redonnerai cette diapo la semaine prochaine. Oui, on est jeudi, là, mardi prochain. Diapo suivante. Voilà la page de garde, mécanisme de la physionomie humaine. C'est l'édition de 70 ou 72, je ne sais plus, j'arrive pas à lire. Vous lisez, vous? 75. L'édition, comment? 76. L'édition originale est de 64. Si vous le voyez traîner chez un bouquiniste, achetez-le. C'est un livre qui vaut 5 à 6 briques en moyenne maintenant, et ça monte, ça monte, ça monte. C'est effrayant. C'est devenu une passion pour les collectionneurs. Diapo suivante. Je veux dire 60 000 francs anciens. Voilà la très belle dédicace. Alors, oui, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est très émouvant, c'est que mon prédécesseur, Mathias Duval, adorait Duchenne, le personnage, les inventions, etc. Et il parlait de Duchenne dans son cours. En mars 1975, Duchenne a senti que c'était fini pour lui. N'est-ce pas? Donc, le 15 mars, il est venu avec toutes les photographies qui lui restaient, son manuscrit personnel, nous l'offrir à Mathias Duval et à l'École des Beaux-Arts. Et donc, voilà la jolie dédicace à l'École des Beaux-Arts, hommage de mes premières recherches iconophotographiques expérimentales sur le mécanisme de la physionomie humaine, Dr Duchenne. Comme il y en avait un autre, l'un avait ajouté de Quimper, je ne sais pas quoi, et l'autre de Boulogne, ce qui lui fait un très joli nom, Duchenne de Boulogne. Diapo suivante. Alors voilà l'épouvantable planche anatomique. Le seul intérêt, c'est que vous voyez le petit arrêt entre le pilier du frontal et le frontal, c'est-à-dire entre le pyramidal et le frontal. Pour le reste, ça ne vaut vraiment pas le coup. Diapo suivante. Alors ça, là, il était génial, parce que ça, il connaissait ça par cœur, n'est-ce pas? Ce sont toutes les branches nerveuses
Et alors, il fallait qu'il mette son rhéophore là pour aller dans l'orbiculaire supérieur. Enfin bref, il fallait qu'il aille sur la dernière branche à chaque fois. Et en voyant le sujet, hein, malgré l'épaisseur de la peau, les rides, etc., il sentait, n'est-ce pas, l'endroit où il devait poser son rhéophore, c'est-à-dire son influx électrique. À tel point que certains, un Allemand qui était un peu jaloux, qui s'appelait Remarque, disait qu'il y avait de la falsification là-dedans, que ce n'était pas possible. Il a fallu des années et des années pour que Duchesne le convainque de son honnêteté. Diapo. En fait, c'est Darwin qui l'a fait connaître. Alors, voilà le sujet principal des expériences de Duchesne. C'est un personnage que Duchesne, si ça vous amuse, allez voir le catalogue, décrit en long et en large, n'est-ce pas, un homme bonapartiste, on est dans les années 50, n'est-ce pas, qui, vous le verrez de temps en temps, met la main dans sa chemise comme ça se faisait à cette époque-là, voilà, et qui est bizarrement, c'est intéressant pour la suite des événements, il est puceau, n'est-ce pas? Il n'a jamais connu les femmes, il en a même un peu peur, n'est-ce pas? Et il n'a pas tellement connu de choses dans l'existence. Il est assez modeste du point de vue intellectuel, et vous allez voir, Duchesne, une façon de le décrire que je me plaisais autrefois à retranscrire, à lire dans mes fiches, etc. Si ça vous intéresse maintenant, tout est publié. Donc, Duchesne est très drôle dans sa façon de le décrire, avec à la fois tendresse et un peu de mépris. Diapo suivante. Alors voilà un artiste qui est vraiment un crétin, mais qui n'est pas... J'ai découvert son nom, et il y a un buste de lui dans la galerie de Morpho, et c'est pire encore, il y a entre les fenêtres dans la galerie de Morpho des écorchés qui sont des pures horreurs savonneuses, qui sont de lui. N'est-ce pas? Alors Duchesne avait dissimulé son nom, moi je l'ai retrouvé, il s'appelle Jules Talrich, n'est-ce pas? Et vous allez voir, alors Duchesne qui était vraiment charmant, un peu romantique, etc., trouvait que c'était un artiste plein de talent et très doué pour contrôler ses émotions, ce qui va nous donner des images assez inénarrables. Diapo suivante. Alors ça, mettons au point si on peut, ça c'est l'aspect merveilleux du livre de Duchesne. Vous voyez, il photographie ses sujets dans l'ouverture d'une fenêtre en mettant un cachemire sur le bord de la fenêtre pour qu'on ne la voie pas. On ne voit que l'un des montants, n'est-ce pas? Et il a photographié une dame d'un certain âge dans une robe à crinoline et deux petites filles. Ce sont des chefs-d'œuvre involontaires, quoi. Et vous voyez, là, c'est seulement la lumière du jour. Hein. Elles sont plein sud, dans l'ouverture d'une fenêtre ouverte. Donc, cette petite fille contracte un tout petit peu l'orbiculaire palpébral supérieur pour protéger ses yeux de la lumière. D'accord? Alors, ça sont les photographies de l'album original de Duchesne, qui malheureusement est incomplet. Il avait par exemple prêté 3 photographies à Darwin que Darwin ne lui a pas rendues. Je suis allé à Cambridge voir si elles étaient dans les papiers de Darwin, je ne les ai pas retrouvées. Donc, il y a des tas de manques dans le manuscrit original de Duchesne, mais les originaux qui sont restés sont devenus maintenant des chefs-d'œuvre de la photographie du XIXe siècle. Diapo suivante. Alors voilà l'expérience de Duchesne ratée. Je crois que je ne vais pas pouvoir parvenir à ma figure 43. Passons, je vais passer et puis je vais simplement parler du transverse du nez pour qu'on se quitte de façon charmante. Voilà, diapo, j'y reviendrai. Hein, ça c'est le frontal. Les deux frontaux, diapo. Le frontal, électrisation trop forte, ça ne signifie plus rien. Diapo. La petite fille, n'est-ce pas? L'étonnement. Il n'y a pas une ride, évidemment. Hein. Et regardez la tête de Duchesne, son rhéophore, etc. Comment voulez-vous que je résiste? Hein, quand j'ai trouvé ça dans un tiroir, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Diapo suivante. Voilà la dame dont je vous parlais. On remarque qu'elle tient une terre, vous voyez? Et vous voyez les rides, etc. Alors, vous allez voir des photos de détail. Une robe sublime. Hein. Diapo suivante. Alors là, c'est l'orbiculaire palpébral supérieur, mais je vous les remontrerai. Diapo. Diapo.
les deux orbiculaires, avouez qu'ils ressemblent à Beethoven quasiment, quoi. Hein, et c'est l'électricité qui entraîne l'expression. Impossible, dit Duchesne, de lui donner une expression convenable naturellement. Diapo, même en lui racontant toutes les histoires possibles. Voilà. Alors là, c'est volontairement antagoniste. Duchesne, je vous l'expliquerai. Diapo. Alors voilà l'artiste en train de réfléchir, maître de ses émotions. Ça, aux Beaux-Arts, j'en ai rencontré des centaines. Hein. Diapo. Alors, comme il n'arrivait pas à exprimer le mécontentement, Duchesne a été forcé d'électriser le muscle de la colère. Vous voyez, il y a donc des artistes comme moi chez qui le mécontentement va vite et des innocents comme lui chez qui c'est impossible. Voilà. Diapo. Alors voilà la colère chez le cordonnier. Elle est asymétrique, donc ça ne marche pas, mais ça va marcher. Diapo. Voilà, vous voyez là, vraiment, il n'a pas l'air content du tout. Diapo. Duchesne est ravi, lui. Sourcilier, la tristesse. Alors là, il y en a toute une série, on va passer, diapo, sur la tristesse, avec 2 chefs-d'œuvre à la fin. Merveilleux, ça, non? Ça marche très, très bien. Je vous les remontrerai, hein. On ne va pas gâcher complètement ça. Diapo. Diapo. Je voudrais les petites filles, parce que ça, c'est merveilleux. Diapo. Trop d'électricité, ça ne vaut plus rien. C'est comme les gens qui mentent, hein. Diapo, j'en reparlerai. Regardez le crétin. Diapo. Diapo, monsieur Yacoub. Regardez, c'est pas possible. Et là, le commentaire, j'essaierai de vous le lire. Tu feras penser à prendre les fiches quand même. Là. Diapo, là, c'est insupportable. Diapo. Ça, c'est beau, non? Diapo, c'est vraiment... Et alors, diapo précédente, excusez-moi, on sera un tout petit peu en retard. Mais c'est très extraordinaire parce qu'elle regarde Duchesne avec cet œil-là. Vous voyez? Si vous cachez l'autre œil, elle regarde Duchesne, elle sourit presque. Si vous cachez l'œil qui est à droite sur la photo, elle est d'une tristesse incroyable. Ce n'est pas de la blague, ça marche très très bien, son histoire de Réaufort. Vous voyez? Diapo, je crois même que j'ai des caches qui viennent là, non? Diapo, vous allez voir, c'est fantastique. Voilà, oui. Voilà donc l'image d'ensemble. Diapo, vous voyez? Elle n'est pas triste du tout, là. Elle regarde. Diapo. Vous voyez, c'est fantastique. Diapo suivante. Alors voilà, ça, c'est extraordinaire. Autant la pose de Duchesne, etc. On y reviendra, hein, je vous la remontrerai. Diapo. Diapo. Alors là, bon, ça, c'est la photo que je préfère. Il faut dire, j'adore la robe, la collerette, etc. C'est sublime. Quelle élégance. Vous imaginez qu'on se baladait dans les rues et on rencontrait ça. Maintenant, on rencontre des jeans décolorés. Et les cheveux colorés, de Régé Color et autres âneries. Diapo. C'est pas possible. Alors, ça non plus, c'est pas possible. On y reviendra. Diapo. Alors, un rire faux, comme celui que je prends quand vous m'obligez à parler après le cours. Diapo. Un rire vrai, on y revient. Vous voyez, l'orbiculaire fonctionne. Diapo. Un rire absolument vrai et édenté. Diapo. 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 J'en avais trop mis, vous aviez raison. Diapo, ça c'est passionnant. Diapo, j'y reviendrai. Voilà, vue de profil, au repos, magnifique photographie. Diapo. Alors attention, je vais aller vite là, hein, mais je voudrais vous expliquer parce que c'est très choquant. Il électrise le transverse du nez chez ce cordonnier, donc il a une expression de mécontentement. Diapo. Diapo. Il électrise le transverse du nez, le grand zygomatique et le frontal. Il le change en obsédé qui pense à quelque chose qu'il a vu. Vous voyez, c'est fou quand même. C'est vraiment égrillard. Il y a pire. Diapo suivante. Voilà un homme donc, qui était très ectomorphe, comme je l'ai souvent dit, n'est-ce pas? Un nez aquilin, l'os très sorti, etc. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne soit pas viril. Hein? Diapo. Ça a parfois des inconvénients. Diapo. Transverse du nez électrisé, une
petite mauvaise humeur. Ça vient du livre qu'on trouve dans le public, hein, pas de l'album personnel de Duchesne. Diapo. Et voilà. Alors, transverse du nez, grand zygomatique, il n'y a pas de gras là-dedans. Vous voyez les rides, ça lui fait une gueule de satyre. Il n'y a pas de problème, regardez la bouche. Vous retrouvez ça chez l'Antique et chez Rubens. Regardez, vous allez en avoir la preuve. Diapo, je vous remontrerai tous. C'est pas possible. Diapo, merci David. Regardez, c'est la même chose. Diapo, il y en a. Bon, alors ça, c'est. Ah, zut, vous avez la seconde avant la première. Bon, mais ça ne fait rien, vous voyez ce qui se passe. Diapo. Et vous voyez, regardez, le type a très bien vu, n'est-ce pas, le relevé de la narine, le transverse du nez et l'abaissement du sourcil. Exactement comme dans l'image photographique de Duchesne. Diapo suivante. Regardez. Regardez ce qui se passe et regardez là-haut. Ouais, c'est étonnant. Diapo. Les antiques avaient très bien vu le relevé de la narine, l'abaissement du sourcil et l'espèce de faux rire qui va avec. Ça va? Eh bien maintenant, vous n'avez plus qu'à surveiller vos congénères. Au revoir. Bonsoir.